Test, 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 test. Là, ça fonctionne. Hum, hum, hum. Petit test de son. Allô tout le monde? Merci beaucoup d'être venu à, on va dire, l'ouverture, le début de la série d'événements Trace ton chemin. Ça fait plaisir. Mon nom, c'est Nelson Roberge. J'ai un peu aidé la gang du Carrefour Jeunesse à créer cet événement-là. Puis, le but, c'était de donner des outils, aider un peu tout le monde dans leur parcours, dans leur chemin, trouver les objectifs, les aider à travers tout ça, en prenant les fondements de l'entrepreneuriat, parce que je suis entrepreneur, parce que le monde dans lequel je vis, c'est tous des entrepreneurs depuis super longtemps. En fin de compte, tracer son chemin, je vais vous dire, mon chemin, c'est de l'entrepreneuriat depuis que j'ai 14-15 ans, où est-ce que je prends des projets, je fais des projets, j'anime le monde autour de moi, je les emballe dans des initiatives, puis on ne sait pas si ça va marcher, mais tout le monde tripe parce que c'est le fun d'animer le monde, puis de faire des projets, puis de faire ces choses-là. Au début, à la base, je suis un dessinateur, je fais de la BD. Ça, c'est mon dada. Ça, c'est qu'est-ce que j'aime faire, c'est des dessins. Habituellement, en BD, on se met nous autres mêmes, fait que c'est me mettre moi en train de faire des niaiseries. Et là, ça amusait le monde à l'école. J'ai commencé à faire de la BD comme ça. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu des amis qui avaient un groupe de musique. J'ai commencé à les suivre, à les encourager. Et là, ben là, je faisais leurs T-shirts. On allait dans les sous-sols d'église prendre des chemises. On dessinait dessus, on vendait ça. Après, tout d'un coup, ben, ils ont mis leur chanteur dehors. Puis là, ils m'ont dit, Nelson, tu nous suis tout le temps, ça? Tu ne veux pas venir chanter? Ouais! Nouveau défi! Let's go! Et c'est pas parce qu'ils savaient si je chantais bien ou pas, là. C'est juste parce que j'étais là. Et au début, ben, ils ont surtout trouvé qu'il y avait eu tort d'avoir demandé à Nelson. Mais la drive est là, puis l'esprit d'équipe, quand tu as un groupe, ben c'est encore un peu ça, c'est d'avoir un projet, d'entreprendre quelque chose. Ils m'ont laissé une bonne chance parce que, bon, on a enregistré, on a fait des cassettes et on a fait des... on a fait des spectacles. Et puis ben, j'ai commencé à trouver cette voie-là, à savoir comment chanter ou crier, tout dépendant. Là, on faisait du punk, fait que la barre était pas haute. on s'amusait là-dedans. Et, et, et ça, je pense que quand on parle de tracer son chemin, ben, le mien, j'ai tout le temps passé par rapport à la passion. Je me suis concentré sur la passion, avoir du fun avec le monde autour de moi, m'assurer qu'eux aient du fun, essayer de changer le monde aussi, un peu, bon, quand on commence à triper sous le punk, c'est un peu ça, on veut changer le monde, la vision du monde, puis tout ça. Et on écrit des paroles revendicatrices à la plat, on est fâché, on n'est pas gêné. Puis ça, de chanter dans un groupe comme ça, puis d'avoir ces convictions-là, puis d'avoir cette mentalité-là, je pense, ça m'a aidé à venir parler devant vous autres, dans un sens. Là, j'ai fait beaucoup de spectacles, j'en ai produit. Là après ça, là, ça déboule. Là, j'ai été producteur, j'ai été réalisateur, là, j'ai fait beaucoup d'événements. J'ai fait beaucoup de magazines aussi. Fait que le côté du dessin au début, ben là, j'ai eu mon magazine de musique. Là, j'amenais le monde à venir faire des critiques d'albums, faire des critiques de spectacles. C'est pour ça que je dis que depuis le début, j'ai été passionné par quelque chose, puis j'ai réussi à passionner le monde autour de moi, à faire des affaires. Et bon, moi, je continue à faire ça. J'ai un magazine aujourd'hui. Je ne suis plus dans la musique, mais j'ai beaucoup aidé la musique pendant plusieurs années. Là, j'ai décidé à un moment donné d'aider l'entrepreneuriat, d'aider d'autres affaires en entrepreneuriat. Mais toute cette expérience-là, d'avoir créé des projets depuis le début, ben, ça m'a amené la communication, ça m'a amené le travail d'équipe, ça m'a amené la créativité,
d'avoir toujours la chienne de partir des nouveaux projets, mais de le faire quand même, puis si ça foire, ben, tant pis. Je ne vais pas mourir, et il y a un autre projet qui peut en sortir de là aussi par après. Fait que j'en ai créé des projets, beaucoup. Souvent, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent comme, j'ai ce projet-là, puis ça va être toute ma vie, puis ça. Wow, wow. Ça se peut que ça va mal ton projet, puis ça se peut qu'il va falloir que tu en fasses un autre projet. T'sais. Ça se peut que tu vas peut-être en faire 4 projets avant de te sentir vraiment à l'aise avec ton projet. Fait que tout ça, je pense que tracer son chemin, ben moi, pour ma part, c'était de me concentrer sur le côté artistique, mais ma passion, puis mes affaires comme ça. Mais tout le monde, c'est pas la même façon, c'est pas la même chose. Tout le monde a des façons différentes de pouvoir tracer son chemin. Je ne sais pas combien de fois je vais le dire, ce mot. Ce n'est que le début. Et puis là, ben c'est ça, ben en créant cet événement-là avec le Carrefour Jeunesse, c'était de repasser à travers toutes ces affaires-là, puis essayer de transmettre ça à tout le monde qui vont voir, je ne sais pas, qui ne savent pas où ils sont rendus, ils ne savent pas, est-ce que je devrais faire ça, oui, fais n'importe quoi, vas-y, fais-le. Et il y a plein de monde là, que je connais qui vont pouvoir juste comme t'inspirer à essayer au moins, ou dire comme, regarde, c'est pas grave, ou te donner des outils pour te dire comment réagir ou comment agir quand il y a une situation de telle façon qui se passe. Fait que là, on a aujourd'hui, qui est le début, qui est une soirée tracer son chemin, où j'ai invité des gens qui vont nous parler de leur parcours et comment pouvoir passer à travers ce chemin-là. Demain, on a une autre soirée qui est comment apprivoiser l'échec. Donc, ça en fait partie et c'est super. En fin de compte, je pense, l'affaire la plus importante, c'est de comprendre que l'échec, c'est une étape et c'est pas une fin en soi. Et samedi, c'est le grand événement public au parc qui est juste à côté. Le festival, c'est une journée complète avec des kiosques, avec une scène, avec plein de conférences, de la musique, de l'art, des ateliers, tout ça. Et ce qu'on fait en ce moment, ben, vous avez vu, il y a une caméra. Je parle dans un micro. Je pourrais parler comme ça là, avec vous autres, là, mais on enregistre tout ça. Donc, ça va être retrouvé après en podcast. Ça va être retrouvé sur le site de Trace ton chemin. Et puis, vous assistez un peu à l'enregistrement d'une émission, quelque chose, là, où est-ce que je suis l'animateur, là, puis là, j'invite tout le monde à venir parler autour de, j'allais dire, d'une bonne bière, mais non, c'est pas ça qui va se passer ici. Je me demande si j'oublie quelque chose. Fait que Trace ton chemin, c'est une initiative du Carrefour Jeunesse Emploi Annecy Bordeaux-Cartierville, en collaboration avec la Ville de Montréal. Il y a un site Internet qui est tracetonchemin.com avec des traits d'union entre les mots. puis je trouverais ça le fun si les autres arrondissements se l'approprieraient, parce que je pense qu'on le fait ici, puis c'est le fun, mais ça serait le fun que ça se passe un petit peu partout aussi. Je parlais de mon chemin qui est par rapport à la passion, mais c'est pas tous les chemins qui se passent de la même façon. Puis c'est de ce que je vais parler avec la première invitée, qui est Madeleine Savard. Je vais m'amener une chaise aussi. Je vais t'amener une chaise à toi aussi, parce que je pense que tu vas aussi participer à la discussion. Alors, je suis avec Madeleine et Gabriel. Et là, je vais vous laisser un micro à vous deux. Mais là, c'est un micro à vous deux, fait que là, il va falloir se le passer quand on parle. Alors, quand on s'est parlé, puis on a confirmé ta présence ici avant-hier, il y a 2 jours à peine, là. Et tu me disais, ouais, mais je sais pas, moi, c'est un peu par hasard là, que c'est arrivé ce que je fais. Fait que j'ai pas vraiment voulu le tracer, le chemin. Puis je trouvais ça le fun parce que justement, ça montre à quel point c'est
c'est un peu sinueux, tout ça, tu sais, c'est où on arrive, quand on sent qu'on est à notre place, ça ne veut pas dire qu'on l'a planifié depuis toujours, puis que c'est là qu'on arrive. Alors, Madeleine, qui s'occupe les tricoteuses du quartier, est-ce que tu voudrais me parler un peu de cette entreprise-là avant de raconter l'histoire? Là? Qu'est-ce que c'est les tricoteuses du quartier? Bien, les Tricoteuses du quartier se veut une boutique où on est une école et on vend les produits de tricot et pour faire du crochet aussi. Alors, on vend de la fibre. Mais c'est aussi un lieu communautaire où ce qu'on invite le monde à venir tricoter, où ce qu'on fait des événements pour réunir la communauté du tricot, pour sortir les personnes de l'isolement. Et comme ça, bien, j'ai une grande boutique pour recevoir au-dessus de 40 personnes. Donc, les premiers dimanches de chaque mois, on invite la clientèle à venir, on sert un petit café, des petits muffins, puis on fait des tirages, puis on échange, puis c'est vraiment agréable. Mais c'est d'abord et avant tout pour la vente de la laine, mais ce qui m'approche là-dedans, c'était le côté communautaire, puis d'aider les personnes là-dedans. Comment tu es arrivé à lancer ou à faire partie de cette entreprise-là? Bien, moi, je suis native du Saguenay. J'ai eu un accident d'automobile qui m'a laissé handicapée. J'ai des problèmes avec mes jambes puis mes bras. Donc, j'étais secrétaire juridique de formation. Alors, moi, dans ma vie, là, j'étais mariée, j'avais 2 jeunes enfants, je travaillais, j'étais à temps plein, j'étais bien heureuse, tout allait bien. Suite à cet accident-là, bien, je ne pouvais plus travailler comme secrétaire juridique, puis... Alors, mon mari, qui était menuisier charpentier, a décidé de me rencontrer à Montréal. Alors, on a déménagé à Montréal pour le travail de mon conjoint. Suite à ça, bien, je m'ennuyais à la maison, mes enfants allaient à l'école, moi, je faisais rien. Donc, j'ai décidé de prendre des cours pour tricoter des bas, chose que je n'ai jamais été capable de faire. Si vous le dites sûr. Même aujourd'hui, à ce jour, j'en fais pas deux pareils. J'en fais pas 2 pareils, ça fait au-dessus de 10 ans. Là. Je fais d'autres choses. Je tricote très bien des châles, des chandails, mais pas des bas. Fait que des foulards, t'as pas de problème? Des foulards, j'ai pas de problème, mais les bas, parlez-moi ça bas. Alors, je suis devenue amie avec l'enseignante qui m'enseignait le tricot. Puis elle, son rêve, c'était d'avoir une boutique de laine sur la rue Fleury. Alors, elle s'appelait Louise. Alors, Louise m'a demandé, tu viendrais-tu m'aider? Bon. Ben, j'étais tout seul à la maison, je voulais y aller. Alors, j'ai commencé tranquillement, pas vite, à lire les livres de tricot, à regarder la fibre, puis tout ça. Puis là, je suis devenue comme sa gérante, à temps plein. Et à un moment donné, ben, on a agrandi la boutique, puis malheureusement, Louise a eu un cancer qui l'a emporté, c'était fulgurant. Elle a demandé à son mari de me vendre la boutique si je ne l'achetais pas, de la fermer. Parce qu'on avait la même mentalité, elle puis moi, au niveau communautaire, au niveau de l'école aussi, de montrer l'amour de la fibre, puis de vraiment apporter le tricot. C'est quoi les bienfaits du tricot? Alors, son mari, après 2 ans, ben, il m'a dit, « Madeleine, tu bouges ou bien tu ne bouges pas. On ferme. » Donc là, je m'assois avec mon mari, puis moi, moi, j'étais secrétaire juridique, là, les chiffres, tout ce qu'il y avait pour avoir une entreprise, je ne connais rien là-dedans. Mais on a décidé d'y aller, parce que je ne voulais pas que ça se ferme. Là. J'avais quand même 11 enseignantes dans ce temps-là qui travaillaient pour nous, plus 6 employés sur le plancher. Donc là, je me disais, si je ferme, bien, tous ces gens-là perdent leur travail, là. Alors, bien, j'ai commencé. Mais je vais vous dire que ça a été très, très difficile. Les premiers mois, les premières années, là, je ne dormais pas la nuit parce que les banques, naturellement, ne vous prêtent pas. OK, si vous arrivez, surtout avec de la laine puis des produits, là, ils te regardent puis comme si tu sortais d'une boîte à surprise. Alors, j'ai travaillé fort, fort, fort pour pouvoir arriver. Et un jour, bien, je cherchais du financement et j'ai tombé sur PME Montréal. Alors, je rencontre les agents de PME Montréal et ils me disent, bien, ça te prendrait un comptable pour avoir tes plans financiers, puis avoir... Alors là, j'ai rencontré un homme merveilleux. Assez que je l'ai engagé, au moins mon comptable, moi, je l'ai engagé. Alors, on est partis ensemble, puis maintenant, bien, il fait partie de mon équipe. Et il m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dedans. Ça a été une bonne chose. Suite à ça, bien, ici, c'est ma plus jeune. C'est ma fille, j'ai 2 enfants.
Et Gabrielle, adolescente, ben, cherchait un job. Elle cherchait un travail, donc je l'engage à la boutique. Vous savez ce que c'est, mère-enfant, hein? C'est le fun, mais des fois, il y a des chocs. Alors là, je lui ai dit d'aller voir ce que c'est un autre employeur. Tu sais, je dis, va voir ailleurs, puis tu vas voir comment on doit traiter les employeurs, puis comment les employeurs te traitent aussi. Alors, elle est partie un petit bout de temps. Je suis partie presque 2 ans. Presque 2 ans. Suite à ça, elle est revenue travailler à la boutique. Avec le COVID, moi, j'ai dit, bon, ben, on va fermer. Je vais fermer, là. Si je suis plus capable d'avoir le côté communautaire, ça me donne quoi? Vendre juste de la laine? Non, pas capable. Alors, j'ai dit, on va fermer. Puis là, elle me dit, ben maman, moi, ça m'intéresse, la boutique, là. J'aimerais ça la voir. Non, ben j'ai dit, là, c'est pas pareil. J'ai dit, là, si tu veux prendre la relève, ben on va te bâtir, on va essayer de te bâtir quelque chose. Alors, on a commencé à atteindre sa laine. Tranquillement, pas vite, on y a acheté tout le matériel. Mon mari lui a installé sa cabane dans le cour, puis elle a commencé à atteindre sa laine. Et maintenant, elle travaille à temps plein avec moi. Et elle est la teinturière, je parle toujours de dire la teigneuse, mais c'est la teinturière. La teinturière derrière la marque Maison de notre Je boutique. pense qu'elle veut Oui, continuer elle le... veut parler. Je pense que c'est son tour. Ben, moi, c'est un peu le compte. Est-ce que tu avais. Non, OK. vas-y. C'est un peu le contraire de Madeleine. Là. Moi, c'est vraiment mon chemin qui m'a amené à découvrir ma passion, puis à découvrir la boutique, puis à trouver mon métier, puis qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Parce que moi, j'étais une éternelle indécise. Là. Plus jeune, j'étais sportive, je sortais, j'étais intelligente, mais tu sais, j'étais dans les sciences. Ben, non, mais j'étais... Non, mais dans le sens, j'étais dans les sciences, j'étais un peu partout en même temps. J'avais mon côté artistique aussi, mais je savais pas où aller, puis où m'enligner. Fait que j'ai été au cégep, au Collège Antique, en sciences nature, pour me rendre compte très vite, après quelques sessions, que je fitais pas dans le lot. J'avais pas l'impression de fitter dans le lot. J'étais pas assez à mon affaire, là, mettons, pour tout le côté science puis le côté vraiment mathématique. Quoique j'aimais ça, mais c'était peut-être... je me sentais pas à ma place. C'est tombé dans le moment où est-ce que la boutique, c'est ça, parce que j'étais un peu plus rock'n'roll. Donc, j'ai quitté la boutique, j'ai quitté le cégep, j'ai été travailler, j'ai essayé... j'ai passé d'un dépanneur à un concessionnaire, à secrétaire aux ventes dans un concessionnaire, puis c'est ça, j'ai changé un petit peu ici et là pour me rendre compte, à un moment donné, j'avais le goût de revenir à la boutique, puis je m'ennuyais aussi. Je faisais quelques jours ici et là, mais je m'ennuyais d'être là tout le temps. Fait que je suis revenue, puis moi, le tricot, oui, j'aime ça, mais c'est pas ma passion à moi. J'ai toujours aimé les fibres, j'adore les couleurs, les produits finis ou ces choses-là, les fibres, mais c'était pas ma passion à moi. Puis, ben c'est ça. Avec la COVID, c'est sûr que ça m'a permis d'avoir plus de temps pour penser à qu'est-ce que je voulais faire, puis qu'est-ce que je voulais faire plus tard, puis avec la boutique. Donc, j'ai pris un petit cours de teinture qu'une teinturière avait annoncé. Puis finalement, j'ai vraiment accroché, j'ai vraiment trippé. Fait que depuis, ça fait 2 ans et demi que je suis dans la teinture et ça a passé de quelques balles de laine que, tu sais, je faisais quelques couleurs, qu'on faisait des petites ventes éphémères, pouf, tout était vendu. Tu sais, je faisais quelques autres couleurs puis on recommençait. Ah là, ça produit beaucoup. Même que, c'est ça, je suis rendue avec un petit employé qui m'aide aussi. Les filles à la boutique, les employés à la boutique qui m'aident... parce que je peux plus produire toute seule. Fait que c'est ça, c'est le fun, mais la vie t'amène à un moment donné à des places où est-ce qu'il faut que tu saisisses les opportunités. Puis, tu sais, en termes... Moi, je me considère très chanceuse parce que c'est sûr que j'ai toujours eu des parents qui sont là, qui ont été là pour moi aussi, puis qui ont toujours cru en moi et mon frère, là, les deux, mais tu sais, ils ont beaucoup cru en nous, puis ils nous ont tout donné pour réussir. Fait que ça, je me considère vraiment très chanceuse pour ça. Merci, d'ailleurs. mais mais la chance, ça se crée aussi, à mon avis. Fait que c'est des choses qu'il faut saisir les opportunités, il faut voir les opportunités, il faut essayer des choses, il ne faut pas avoir peur. Maintenant, je fais plein de choses différentes. Là, à la boutique, je suis dans la gestion, fait que je fais de l'achat de matériel. Mon Dieu, j'ai refait le site web parce que notre site web l'a planté, puis on n'avait pas d'option. Puis j'ai fait « OK, go, je me lance ». Je le monte, notre site web, fait que je l'ai monté de A à Z. On fait de l'événementiel, des festivals, C'est sûr que... C'est vraiment... Je veux dire, la vie,
sais, je veux dire, tu peux décider dans ta vie, bon, que moi, je veux être médecin ou je veux être... mais la vie, des fois, elle t'envoie des signes que tu peux pas. Ça marche pas. Donc, au lieu d'être... Moi, quand j'ai eu mon accident de voiture, j'ai été 2 ans en chaise roulante, en béquille, à réapprendre à marcher. Je me suis toujours considérée comme un casse-tête qui avait pris l'humidité, puis qu'il fallait que je recolle les morceaux, mais qu'il fallait que je lime pour que ça rentre, tu sais. Tu y as pensé longtemps, hein, cette image-là? Non, mais je sais. Alors, tu sais, au début, je savais pas, il fallait que j'apprenne à le demander. Alors, ça a été de me reconstruire là-dedans. Puis quand j'ai décidé de prendre la boutique, bien, mon mari puis moi, on a foncé. Mais je vous dis pas que j'avais pas peur. Je vous dis pas que j'ai pas dormi des nuits tant, puis que je me suis pas quasiment rongé les ongles jusqu'au sang. Mais il faut avoir confiance surtout en nous et de savoir s'entourer, de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Comme moi, je suis pas je tricote bien, mais je ne suis pas une bonne tricoteuse. J'enseigne aux enfants. Moi, j'adore les enfants, donc j'enseigne aux enfants. Mais dès que ça arrive à demander de la brioche ou une autre affaire, moi, je suis dépassée. Mais j'ai des enseignantes formidables autour de moi. J'ai des conseillères en vente formidables. Donc, j'ai su. Puis l'important, c'est toujours le sens de l'humour puis le respect. OK? Moi, c'est plus avec la clientèle que j'ai du fun. Moi, c'est quand on fait nos activités, c'est moi qui prends le micro, puis on a du fun, mon mari puis moi, puis là-dedans. Que le monde vienne me parler, tu sais, on tricote ensemble, puis là, il y en a une qui vient me parler. Tous les dimanches, je fais un direct sur Facebook. Et on a eu un festival dernièrement, puis il y a une madame qui vient me voir, puis elle me dit, vous savez, elle me regarde, elle me fixe. Je peux-tu vous aider? Elle dit, je veux vous voir en vrai. Parce qu'elle vous dit, vous savez, le dimanche, j'en parle, puis je viens des frissons. Elle dit, le dimanche, moi, je suis toute seule. Puis elle dit, vous êtes ma famille. Le dimanche matin, je vous attends à prendre mon café, puis vous me faites rire. Puis... Alors, des témoignages comme ça, bien, ça me pousse à continuer. Maintenant, elle va faire son chemin. Elle est très différente de moi. C'est sûr qu'on n'est pas pareil, mais ensemble, bien, on fait une bonne équipe, puis on s'en sort quand même pas si pire. Mais surtout, ayez confiance en vous, puis fiez-vous à votre instinct. Fiez-vous à votre instinct. Si vous savez, si vous sentez la fibre, puis que oui, allez-y. Des fois, le chemin, il peut être très sinueux, là. Vous pouvez faire 2 pas, reculer de 3 pas. Vous pouvez avoir des branches qui barrent votre chemin. Il faut les enjamber, il faut sortir les outils pour pouvoir avancer. Mais allez-y, ça vaut la peine. C'est ça. Mais c'est ça, vous avez beaucoup de gens autour de vous. Après ça, c'est de réussir et d'avoir mettre l'ego de côté pour savoir notre vraie place à travers tout ça. Comme là, toi, tu dis, toi, ta place, c'est de parler aux gens, de la communication, tout ça. Toi, c'est d'autres choses. Et après ça, il faut que tu t'entoures bien, mais il faut aussi que tout le monde qui participe il soit à l'aise avec le plan, la place qu'ils se sont fait mettre, ou dans un sens. Puis de trouver les bonnes personnes, c'est pas évident non plus. C'est pas évident. C'est sûr qu'il y en a qui viennent puis que ça fait. Il y en a d'autres qui ne se fait pas. Là. Je ne vous dis pas que tout dans mes employés, que ça a bien été. Sauf que moi, je dis toujours que ma boutique, c'est un gros bateau. Puis on a toute une rame. Si on rame tout ensemble, on va y arriver. Mais s'il y en a un qui rame dans l'envers puis que les autres travaillent en endroit, on n'y arrivera pas. Donc, puis tu donnes des avantages aussi. Puis tout est dans l'attitude que les personnes qui sont autour de toi, tu en as besoin. Puis eux autres, ils ont besoin de toi. Donc, c'est de l'apprécier, puis d'être pas redevable, mais de le dire. Merci d'être avec moi, merci de m'aider. Puis c'est pas toujours une question d'argent, là. C'est pas toujours une question de salaire. C'est une question d'attitude, de dire au monde, vous êtes les bienvenus dans ma boutique. Tu sais, venez, puis moi, j'en ai une qui vient, puis bon, elle est comme ma secrétaire, là. Mais elle ne veut pas être payée. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'elle soit bien dans ma boutique, puis qu'elle sente, elle fait partie de l'équipe. Bon, bien, let's go, viens-t'en, tu sais, c'est ça. Mais Madeleine aussi, elle a une certaine énergie naturelle, une certaine bonté où est-ce que les gens sont attirés. Mais comment je peux dire ça? Non, mais
elle est profondément bonne, cette personne-là. Puis c'est pas juste parce que c'est ma mère, mais dans le sens, avec tout le monde. C'est agréable. Le monde, c'est agréable. il trouve ça agréable d'être autour. Non, mais à la boutique, quand les gens y rentrent, ils viennent voir Madeleine, puis elle est tout le temps contente de les voir, puis elle est impliquée. Puis ça, moi, c'est quelque chose que, pour moi, c'est vraiment formidable parce qu'à tous les matins, qu'elle a des douleurs phénoménales à son corps, elle va se réveiller, elle va se dire, OK, elle va prendre son café, elle s'en va à la boutique, puis c'est bon matin, let's go, on start la machine. Ça devient l'âme du projet, ça devient tout ça, parce que c'est de créer le sentiment d'appartenance pour tout le monde à travers ça. Ils veulent travailler avec vous. Je le dis jamais assez souvent, mais dans n'importe quelle entreprise, le premier client, c'est les employés, c'est le monde avec qui on travaille, parce que c'est eux autres, tu veux qu'ils restent, tu veux qu'ils soient, tu veux qu'ils aillent à la bataille avec toi, puis qu'ils le veulent de plein gré. Bien, aujourd'hui, dans le monde actuel, c'est sûr que c'est tout acheté en ligne. Dans les grandes surfaces, tu n'as pas de service. Moi, ce qui me différencie beaucoup des autres boutiques, c'est mon service à la clientèle. Mes filles sont avisées de la personne rentre, vous lui dites bonjour. Avez-vous besoin d'aide? Oui ou non? Et vous la laissez vivre dans la boutique comme elle veut. Puis après ça, vous pouvez l'aider. Mais c'est toujours... Les personnes viennent des fois, là, j'ai des madames qui viennent voir des patrons, elle peut passer 2 heures à la boutique à regarder les livres, puis à nous poser des questions. Elle n'achète pas. Je ne suis pas fâchée. Puis je ne pousse pas mes filles à nécessairement à vendre. C'est comme, la madame est partie, elle était heureuse, bon, bien, gars, elle va peut-être revenir. Puis comme de fait, souvent, ça revient, puis là, bien, ça fait boule de neige. Alors, c'est de... Tu sais, je veux dire, tu sèmes une petite graine, puis à un moment donné, whoop, tu vois qu'une petite fleur pousse, puis après ça, bien, ça devient plus gros. Bien, c'est comme ça que je gère mon entreprise, souvent. Alors, c'est ça. Puis elle amène beaucoup aussi à se dépasser. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun parce qu'elle nous laisse la place. Puis je dis nous parce que j'intègre les employés avec nous, là. Mais elle nous laisse la place de créer, d'essayer des choses. T'as le goût de changer des laines de place ou let's go, vas-y, t'as un nouveau produit parce qu'il y a plein de choses qu'on fait main, là, que ce soit tricoté, mais ça peut être des marqueurs de maille, ça peut être... Il y a plein de choses qu'on peut faire à la main. Puis t'as le goût de l'essayer, de le vendre, bien, on l'essaie. Fait qu'elle nous laisse vraiment place à être créatif puis à... des fois, on a des soirées d'employés, mais on est juste là à donner des idées, puis à donner de la matière grise, puis à essayer des nouvelles choses, puis le côté créatif. Fait que c'est le fun d'avoir un milieu où est-ce qu'on peut le faire. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours rose, c'est pas du tout le cas. Dans le temps du COVID, quand le COVID est arrivé, comment on a fait pour s'en sortir? C'est sûr que la laine, ça a été quand même... Le monde s'est tout mis à tricoter. Ça, je vais vous le dire, là, ça arrivait à tout le 23 décembre, ils voulaient apprendre à tricoter. Ça a été un petit peu plus... mais ce qu'on faisait, c'était souvent... on faisait la livraison. Mon gendre, qui ne travaillait pas, je l'ai mis sur la livraison. Donc, on faisait la livraison en 24 heures à des personnes qui étaient seules à la maison, qui parlaient, qui ne voyaient pas personne. Puis là, bien, ils m'appelaient à la maison, parce qu'il y a des personnes âgées, l'informatique, là, c'est rien. Donc, ils me disaient, bon, ben, avez-vous de la laine bleue? Oui, j'ai de la laine bleue. Alors, à force de parler avec la personne, il y a des madames qui me disaient, vous savez, ça fait 2 jours que je n'ai pas parlé à quelqu'un. Bon, ben, je m'assoyais. Puis là, je disais, bon, bien, comment ça va? Puis là, vous faisiez quoi quand vous étiez jeune? Puis là, bien, la madame, elle me parlait pendant 1 heure de temps, 1 heure et demie de temps. Moi, c'est comme ça que je redonne à la société. C'est comme ça que je remercie ma clientèle en les écoutant, puis en essayant de donner du bonheur un petit peu. Mais comme je vous dis, c'est pas toujours facile. Il y a des journées où j'ai tellement de douleur que je resterais couchée. Mais je me dis, bon, bien, comme je suis ici parce que cette journée-là, je travaillais, puis Mme Nadine est arrivée à la boutique, puis elle est venue me parler, puis pouf, je me retrouve ici à soir. La magie. Alors, vous savez, bien, c'est ça, on crée notre opportunité. Puis c'est comme ça. C'est une très belle histoire, très belle entreprise. Je me demande s'il y a des gens qui ont des questions à poser. Est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez demander? Y a-t-il des questions? Il y en a une ici. J'ai toujours voulu apprendre à tricoter. Puis j'aimerais ça venir un jour dans votre local. C'est Fleury, quel coin de rue? C'est entre Christophe Colomb et Papineau, mais on est plus près de Christophe Colomb. OK. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le coin Fleury, là, mais c'est en face des biscuits Sweet Isabelle. Ah, okay. C'est vraiment entre Curotte puis Francis. Okay. Puis on est dans un demi-sol. Premier
Le premier dimanche du mois, c'est qu'on invite les personnes, mais les cours se donnent tous les jours de la semaine. Moi, je suis ouverte 7 jours sur 7. OK? J'ai baissé mes heures un petit peu là, parce que je manquais de personnel, mais je suis ouverte du lundi au dimanche. Il y a des cours tous les jours. Les débutants, souvent, c'est moi qui les prends. OK. Alors, c'est ça. Si tu viens, ça va me faire plaisir Ouais, moi aussi, de te montrer. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des questions à travers tout ça? Merci beaucoup pour d'être ici ce soir puis de partager votre histoire. C'est très inspirant. Puis comme à l'habitude, j'ai versé ma petite larme habituelle. Puis je me demandais comment voyez-vous la suite, tu sais, comme là on voit la reprise avec la teinture. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez ajouter ou comment voyez-vous la suite du projet? Bien, là, cette année, on a commencé à faire des festivals. Là, on a 3 festivals. Là, en fin de semaine, on a un festival à Henryville, dans un verger. Il y a 26 exposants qui sont là. Après ça, on a le festival de la Petite Laine qui est à Rivière-du-Loup, à la fin du mois. Ensuite, bien, on a décidé de, comme Gabriel prend une bonne part du marché de ma boutique, des achats, il y a beaucoup d'artisans au Québec qui teignent la laine, qui teignent. Alors, on les invite à venir. On fait des ventes éphémères. Donc, au mois de novembre, je reçois 2 messieurs de Toronto qui teignent leur laine. C'est les cabines Boynit. Je suis tellement bonne en anglais. Alors, eux autres, ils ont fait tout le tour des boutiques à Montréal, puis ils nous ont choisis pour avoir leurs produits. Ils sont vendus juste dans 2 boutiques aux États-Unis. Alors, ils ont décidé de... Alors, on les a invités. Après ça, bien, il y a Julie Asselin, qui est aussi une teinturière, et des jeunes comme Frédéric ou des jeunes éphémères. Donc, je les invite à venir. Et ils arrivent avec leurs produits. Les gens achètent leurs produits. Des fois, moi, à la fin, j'en achète aussi pour les garder en boutique. Ou sinon, bien, ils reviendront l'année prochaine. Ensuite, bien, c'est beaucoup dans les activités aussi de tricot. On fait des parades de mode. L'école aussi, les cours à l'école. Ah oui, oui. J'ai justement... j'ai commencé... on a été approché par la commission scolaire de Laval. Alors, l'année passée, on a enseigné en secondaire 4 des cours de tricot, gars et filles. Tout qu'on va dire, ils étaient obligés d'être là. On avait 315 élèves. Oui. Alors, on l'a enseigné, puis ils ont répété cette année. Ils nous ont redemandé de revenir. Alors, des choses comme ça, d'essayer de propager plus dans les écoles aussi, de montrer, parce qu'il y a eu beaucoup d'études sur le tricot, énormément. Les médecins ont beaucoup travaillé là-dessus. De gérer ton stress, d'apprendre à... Moi, j'ai eu des clientes qui étaient schizophrènes, que les médecins envoyaient pour la concentration, puis tout ça. Alors, une fois que tu as ça, on appelle ça le yoga. Le tricot est le yoga du cerveau. Parce que c'est un des seuls qui fait travailler tes 2 hémisphères. C'est une activité qui fait travailler tes 2 hémisphères du cerveau en même temps. Alors, ça te détend. Tu tricotes, tu gères tout de suite, tu le sais quand tu es stressé. Tu le sais, tu le sens tout de suite. Alors, c'est pas mal plus serré. Les roues, ça glisse pas, surtout. Oui, ça fait toute une différence. Alors, ça aide beaucoup à la détente. La dextérité aussi, ceux qui ont mal aux mains. Maintenant, il y a tellement de nouveaux produits. C'est plus des grandes aiguilles droites. Là. On est rendu à travailler avec des aiguilles en aluminium qui sont tellement légères. Puis, c'est plus facile. Alors, c'est ça. Juste une petite chose à rajouter pour la question. Fait que la boutique... tu sais, moi, j'ai une vision aussi. On a pas mal la même vision de la boutique. Moi, j'ai un côté un petit peu plus... Mettons, pas pour dire jeune, là, mais tu sais, d'essayer d'aller chercher des nouveaux produits. Non, mais... Je t'aime, maman. Mais d'aller chercher des nouveaux produits ou ces choses-là. Madeleine, niveau réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui... ça vient l'affecter. Les commentaires négatifs, ça vient l'affecter. Fait que, elle a dit, moi, tu sais, je veux pas regarder ça, je veux pas devoir gérer ça. Fait que moi, je suis un peu plus là-dedans. Mon père aussi, il est là-dedans avec moi. Fait que c'est d'aller chercher des nouveaux produits, de tout le temps rester à l'affût des tendances, les couleurs. Moi, en étant dans la teinture, c'est ce que... C'est pas juste parce que ça m'affecte. Non, mais comme je fais des directs tous les dimanches, je veux pas être influencée par les autres boutiques ou les autres choses qui se passent ailleurs. Parce que veux pas... Je veux dire, quelqu'un va parler d'un produit, bien, je vais peut-être être portée d'en parler, puis ça, j'aime pas ça. Donc,
Moi, effectivement, les réseaux sociaux, ils m'en parlent. Ils vont me dire, bon, mais gars, il s'est passé ça, ça, ça. Mais sinon, puis je dis, mais j'ai pas le temps. Fait que c'est ça. Fait que dans le comment se renouveler ou comment continuer ou ces choses-là, on mise vraiment sur les événements ou les festivals, ces choses-là. Mais sinon, à la boutique, c'est de continuer les cours, d'avoir des nouveaux produits, justement les cours dans les écoles, justement les nouveaux festivals, il y en a tout plein aussi. Il y en a plein au Québec, mais il y en a au Canada, il y en a partout. Donc, moi, c'est beaucoup visé avec la teinture, mais aussi en biais avec la boutique. Là, j'essaie d'être dans les deux. Puis c'est toujours essayer de trouver des nouvelles idées, de ne pas copier non plus les autres, on s'entend, c'est de toi-même faire... tu sais, mettons, on a commencé des soirées cinéma à boutique. Fait qu'on fait des soirées tricot, des ciné-tricots, qu'on a appelé ça. Donc, oui, fait qu'on a un écran, puis on... Fait que des ciné-tricots qu'on a commencé ça. Fait qu'on on présente des films, les gens viennent tricoter au magasin. Puis, en fait, on parlait des cafés tricots, mais elle a été victime de son succès aussi à un moment donné parce qu'on prenait pas de réservation. Pouf, est arrivé 110 personnes qui voulaient venir au magasin en même journée. Fait que avant la COVID, on était capable d'être 70, à peu près 75 quand même. Mais là, à 110, là, les gens étaient debout. Il y en avait dehors. Là, les autres commerçants demandaient, voyons, qu'est-ce qui se passe? Il y a du monde comme partout. Il n'y a pas de parking, tu sais. Mais c'est ça. Fait que là, on marche par réservation parce que nos événements sont bookés d'avance. C'est vraiment... c'est ça. On a une bonne rétention de clients. Puis ça, c'est quelque chose qui se travaille, qui se construit avec le temps en étant humble, en étant soi-même, puis en faisant pas les mêmes choses que les autres, puis en essayant de trouver d'autres choses penser hors de la boîte, là, ça, c'est complètement... Moi, à mon avis, c'est quelque chose de super important, là, de pas... c'est ça. On n'est pas dessus. On n'est pas... Non, mais... Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment très, très inspirant. Merci beaucoup de l'invitation. Puis, n'ayez pas peur. Foncez. Puis, fiez-vous à votre instinct. Puis, ça va bien aller. C'est chaud maintenant. Fait que voilà le genre d'entrevues qui sont quand même inspirantes. Puis regarde, je dis une entrevue, mais j'ai rien dit, là. J'ai dit, parle-moi de ton entreprise, puis j'aurais pu aller dormir dans le bureau là-bas, puis ça n'aurait rien changé. La façon que ça va se passer, c'est que j'ai un autre invité et ensuite, on va prendre une petite pause pour que vous puissiez aller parler avec on a des coachs ici, avec qui vous pouvez aller poser vos questions si vous avez des choses, des questionnements à développer, peu importe. Il y a des gens ici qui peuvent répondre à toutes vos questions, vous aider dans votre cheminement et tout ça. Et puis après ça, on va revenir et on va avoir un dernier invité qui est dans le cadre de porte, là, puis qui fait peace. Et puis, durant la pause aussi, on a des choses à manger qui sont des choses à boire, à manger. Donc, n'hésitez surtout pas. Deuxième invité, c'est André Hamilton. Allô, André. Merci. On va continuer à s'asseoir sur nos petites chaises. Oui, ça te va? Oui. Bonjour. Alors, au début, quand je t'ai demandé de venir, on se disait, bon, on va faire une conférence sur oser parler. Puis là, en bout de ligne, on s'est dit, bon, regarde, hein, on va discuter. On a tout scrappé. On va tout scraper ça. Juste pour dire, il n'y a pas de mauvaise idée. Et là, donc, ça, la conférence dont tu voulais me parler, c'était oser parler en public. Mais avant de parler et de dire au monde comment parler en public, t'es qui, toi? Ah! T'es qui, toi? D'où tu viens et pourquoi? Oui. Pourquoi tu es la personne qui pourrait nous expliquer comment faire cet art, l'art oratoire? Ah, disons. OK. Bonsoir. Donc, on va parler d'oser prendre la parole. Prendre la parole. Mais oser tout court aussi. Oui, aussi, c'est vrai. Parce que je pense que c'est ça, comme tu disais tantôt, je pense que c'est ça qui est important, c'est d'oser, d'essayer, pour briller, puis vivre de sa passion. On va en parler. Oui, je suis qui? T'es qui, toi? OK. Ouais, t'étais parti déjà, là. Bon, moi, je suis un petit gars de Bécomo, donc je viens de la Côte-Nord et tout ça. Et moi, ma passion, c'était le cinéma-télévision. C'était pas trop, je veux dire, à Bécomo, j'étais un peu tannant. Tu sais, je parlais juste de ça, cinéma, télé. Mes parents, les autres, ils comprenaient pas trop et tout ça. Et j'ai étudié dans ce qui était le plus proche,
au cégep de Bécomo, donc c'était l'administration. Donc c'était ça qui était le plus proche des arts. Mais à côté, je faisais cinéma étudiant, journal étudiant, radio étudiante, journal étudiant, puis des fois j'allais au cours. Donc, c'est ça, mais c'était toujours ça. Moi, quand on parle de chemin, moi, c'était ça. Cinéma, télé, je vais faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je vais faire quelque chose. Mais ça a changé en chemin. Donc, j'ai étudié un petit peu en cinéma à Laval, l'Université Laval, en communication aussi. Et quand j'ai déménagé avec une copine à Montréal en 93, dans le temps des cassettes, là, Musique Plus et tout ça. Donc, moi, je me suis dit, je m'en rappelle, on est arrivé un mercredi. On n'avait pas de téléphone. Il y avait un téléphone dans le temps. Il y avait des boîtes, tu sais, les cabines. Puis là, j'appelle les boîtes de production. Là, je me suis dit, donc, moi, je veux travailler sur des vidéoclips. Il en tournait beaucoup, début de Musique Plus et tout ça. Donc, j'appelle. T'as-tu de l'expérience? Oui. Tu sais, là, j'ai peut-être. Bullshit, hein? Ouais, un petit peu. Une petite affaire, tu sais. Mais le vendredi soir, je travaillais déjà sur un vidéoclip. Donc, ben c'est assistant de prod. Puis moi, j'avais été DJ à Bécomo. Donc, je m'occupais de la musique, du backtrack, puis tout ça. Donc, c'était cool. Donc, j'en ai fait quoi? 15, quelque chose. Des vidéoclips de Martine Sinclair, de Rock Voisine. J'ai même servi de... Comment on appelle ça? Un peu de... Je prenais sa place. Pas la même shape, là. Oui, non, mais... Doublure de Rock Voisine. Oui, doublure de Rock Voisine. Tu sais, pour l'éclairage et tout ça. Des fois, il y a des tournages qui sont plus marquants que d'autres. Donc, j'ai travaillé avec des vidéoclips de Céline Dion. Donc, ça, c'était trippant et tout ça. Puis je me suis dit, je suis à la bonne place, puis je veux continuer tout ça. Et de fil en aiguille, assistant de prod, assistant réal et tout ça. Les tournages, je trouvais ça un petit peu long. Tu sais, 14 heures, 16 heures. C'est ça, des fois, on se rend compte qu'on a des limites. Hein. Oui, on aime ça, mais 14-16 heures, moi, je viens trop fatigué, je deviens Dr. Jekyll, Mr. Hyde, c'est moi ça. Puis, un autre moment marquant, j'entre sur un tournage comme assistant réal. Ma première gig, là, une grosse gig, une publicité de Tourisme Québec, faite par Cossette. Je rentre le vendredi soir, puis je sors le dimanche soir du tournage, sans arrêt, tu sais. Puis le lundi matin, j'ai dit non, je suis plus capable. Mais je voulais continuer à travailler en cinéma, en télé. Mais là, qu'est-ce que je fais? Donc, OK, sur le plateau, ouais, qu'est-ce que je peux faire? Mais moi, j'ai toujours écrit, toujours lu beaucoup et tout ça. Je me suis dit, scénariste, je pourrais essayer. Donc, j'ai suivi d'autres cours. J'étais allé à l'UNIS, en écriture dramatique. Et puis, en plus, moi, j'avais 2 colocs, puis il y en a un qui était caméraman, donc tu es photographe. Puis les autres, ça leur coûtait cher, tu sais. Tu achètes du matériel, les objectifs et tout ça. Scénariste, tu as un ordinateur puis une imprimante, ça coûte rien, tu sais. Donc, j'ai vraiment développé plein de projets avec plein de boîtes, etc. Puis à un moment donné, tu viens un peu tanné. Tu sais, tes projets sont sur le bord de réussir, mais ça ne marche pas, tu sais. Ce que j'ai pas dit, oui. c'est qu'il va être là demain à oui, puis ça, c'est le reste. L'échec. le côté que ça va pas bien, là, vous allez... je vais le couper un petit peu là parce que ça va être demain qu'on va en suivre parler. demain. C'est là. C'est ça. À un moment donné, c'est ton rêve, ta passion, c'est tu as envie de continuer, mais tu n'as pas envie non plus que tu la détestes. C'est à un moment donné, il faut lâcher prise, tu sais. Puis là, je me suis dit, je suis tanné, je veux plus rien savoir, j'ai arrêté, j'ai fait l'école des entrepreneurs, faire autre chose, puis par un hasard, moi, je suis pas un gars qui prenait la parole, moi. Je détestais. Tu sais, d'arriver dans un tournage le vendredi puis de partir dimanche, t'as pas dit grand. Tu t'es laissé faire. oui. Puis c'était pas un tournage non, le réalisateur, c'était son premier tournage et ça allait pas bien. Non, bon. Et en faisant l'école des entrepreneurs, moi, je parlais jamais. Bon. Puis il y avait une fille, elle, à chaque cours, elle était assise en avant, puis elle posait des questions.
puis des commentaires, puis tout ça. Puis là, je voyais, c'est à l'École des entrepreneurs, les formateurs, c'est tous des entrepreneurs, c'est tout du monde du milieu. Puis, tu sais, elle développait des liens avec ces gens-là. Puis là, j'étais là, ouais, c'est bien cool, ça, tu sais. Puis là, elle est rendue à New York, c'est en fashion et c'est cool. Donc là, je me suis dit, faut que tu te donnes un petit coup de pied, là, tu sais. Donc, je m'assois un petit peu en avant, puis à un moment donné, j'ose lever la main, puis tu poses une question, puis tu dis, puis la personne, elle dit, ouais, c'est une bonne question. Là, tu dis, oh, OK, cool, OK, ben, je vais continuer. Puis comme ça, de fil en aiguille et tout ça. Et ben, avec les formateurs, ben, j'ai lié des liens et tout ça. Puis moi, là, je donne des formations en storytelling, l'art de raconter des histoires pour les entrepreneurs. Je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, entre autres. Et ça fait longtemps, ça, l'École des entrepreneurs. Ça fait 10-12 ans. Puis je parlais déjà de ça, mais j'étais vraiment trop trop tôt. Tu sais, il n'y a personne qui connaissait ça. Puis là, les formateurs, ils ont dit « Ah, ça serait bien cool si tu nous donnais une formation. » Je dis « Ah, OK. » Comme tu disais, saisir l'opportunité, mais je ne sais pas comment ça fonctionne, une formation. Tu sais, ça serait dans 3 semaines, un vendredi après-midi. OK, ben là, hein, tu te déniaises. Tu sais, tu dis, bon, ben, ça a super bien été, la formation. Puis là, je me suis dit, ah, c'est bien cool, ça. Je reste dans le milieu, c'est storytelling, scénarisation, c'est le même truc. Je donne des formations, ça me fait triper. Puis en même temps, moi, je suis un gars qui aime vraiment sortir de ma zone de confort. J'ai envoyé une suggestion de conférence sur le cinéma américain dans des bibliothèques. Puis ils ont accepté. Donc, je me trouvais à peu près la même semaine faire une formation, puis une conférence au cinéma américain, puis j'en ai fait une dizaine, puis c'est cool, tu sais, c'est comme ça. Dans le fond, la parole, pour moi, c'est vraiment devenu une nouvelle passion. Donc, c'est ça. Là, Oui. tu disais, tu donnes une formation justement en communication orale, Oui. justement aider le monde à prendre la parole ou Oui. à savoir comment bien parler ou tout ça. Mais Oui. c'est quoi les choses que tu vois que le monde a besoin le plus d'améliorer? Tu sais, c'est d'oser, mais au-delà de ça, il y a d'autres façons? Bien, c'est de ne pas chercher la perfection. Ça, c'est vraiment, tu sais, souvent... on veut commencer n'importe quoi, hein, n'importe quel projet. Souvent, on se compare, on regarde ceux qui sont à la télé, même les YouTubers, et tu dis, ah, il est super bon, moi je ne serais pas aussi bon et tout ça. Donc déjà, la pire critique, c'est nous-mêmes. T'sais. Donc c'est de ne pas viser trop haut. Parce que prendre la parole, mais on fait ça étape par étape. C'est lentement. C'est comme un peu comme apprendre à nager. Tu ne vas pas aller dans 12 pieds, tu vas dans 3 pieds, puis après, avec ta planche. Puis... Au début, tu marches dans le fond de l'eau. Ben oui, peut-être t'es flotteur, je ne sais pas. Mais oui, ben c'est ça, c'est à peu près ça. Tu sais, il y a une question, au lieu de se poser la question, est-ce que je vais réussir ma présentation? C'est plutôt comment je vais réussir ma présentation. Tu sais, comment je peux, est-ce que je vais pratiquer plus, est-ce que je vais connaître mieux mon sujet, etc., etc. Puis j'imagine que tu n'as pas dû bien communiquer dès le départ. Prendre la parole, ça n'a pas été comme instantané que là, tu as dit, tu as levé la main, tu as posé une couple de questions, puis oui. Là, non, tu sais... C'est un processus. Hein? C'est lentement, tu prends de plus en plus confiance en toi. C'est certain que si tu as un sujet qui te passionne, c'est moi, cinéma américain, j'étais déjà dedans, donc c'est facile. Mais tu vas encore plus loin, puis plus que tu connais ton sujet, plus que tu as de contenu, plus tu peux en parler, puis si t'arrive quelque chose, tu manques de son, il n'y a pas de diapo ou whatever, ben tu es capable de faire du chemin quand même. C'est ça qui est le fun. Super, ça. Oui. Et qu'est-ce que tu aurais comme conseil? Ben, tu sais, tu en as donné, tu sais, depuis tout à l'heure, tu en parles, tu dis commencer à faire. Mais tu sais, y a-tu des façons de faire ou peut-être des pratiques que le monde pourrait faire pour s'améliorer. là-dedans? Au lieu de se dire, toi le cul, fais-le, y a-t-il des façons de faire? Mais comme je disais tantôt, de commencer lentement. Et le problème, souvent, c'est qu'on ne parle pas beaucoup. Hein? Je veux dire, on écrit beaucoup. Et c'est drôle parce qu'il y a des gens qui ne téléphonent plus, puis qui ne se parlent plus et tout ça. C'est drôle, parler le plus souvent possible, prendre
tous les moyens possibles de parler, poser une question, etc. Puis de pratiquer, tu sais, je veux dire, même pratiquer. Moi, je veux dire, je pratique, avant de faire une conférence, je vais pratiquer, je vais réciter ma conférence dans ma voiture avant, ou en promenant mon chien, ou etc. Donc, c'est comme ça, là, mais ça prend du temps. Puis c'est quoi la suite là, par rapport à ça? Là, tu donnes Oui. ce cours-là, tu fais de la formation. Oui. C'est quoi la suite pour toi dans tout ça? Est-ce que tu as déjà d'autres projets ou d'autres idées qui tournent autour de ça? Ah, oui. Ben là, regarde, je donne des formations avec Isarta cet automne, comme ça fait depuis 2 ans. Moi, avec la COVID, je veux dire, parce que je suis coach de conférencier aussi, donc j'aide des conférenciers. Puis quand, vous vous rappelez, le 13 mars 2020, là, quand tout le monde capotait avec le papier de toilette, là, ben moi, tous mes clients m'appelaient et disaient, ben on laisse faire, j'arrête, tout ça. Puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire encore? Puis là, j'ai donné mon nom pour être mentor pour Femmes et Sœurs, qui est devenu Evol, qui est un regroupement de femmes d'affaires. Et là, j'ai commencé à donner des formations virtuellement. Donc, j'ai commandé des spots, j'ai commandé toutes sortes d'affaires. Et ça, je continue. Et je donne des formations de storytelling. Et il y a l'Université de Montréal dans 2 semaines qui commence. Et là, j'ai pris contact aussi avec un autre gars de storytelling en France. Et on veut faire des formations. France, Québec, voir nos points de vue différents, comment... donc, il y a plein de trucs. Mais là, je suis recherchiste aussi. C'est vrai, pour une série télé documentaire. Ça, c'est vraiment un hasard de la vie. C'est vraiment fun, puis il y a du jonglage, là. Ça jongle avec... avec mon horaire, ouais. Oui, mais c'est vraiment trippant, ça. C'est très créatif, c'est très enrichissant. Donc, c'est bien le fun. Oui. Est-ce qu'il y a des expériences peut-être de prise de parole? Je ne sais pas pourquoi, là, j'ai décidé de jazzer ça un petit peu, puis voir est-ce qu'il y a du monde qui ont des expériences de prise de parole, qui ont voulu prendre la parole, hein? Genre maintenant. Mais toi, t'es super bonne. Raconter des histoires, il n'y a rien de meilleur en prise de parole. C'est des anecdotes. On a vu que Madeleine, oui, une facilité. à l'aise. Une facilité. Ça n'a pas toujours été comme ça. Là. Les premiers directs que je faisais, là, j'étais quasiment malade avant de commencer. Mais c'est en restant naturel. Oui. Moi, ce qui me sauve beaucoup, c'est le sens de l'humour. Absolument. Là, je ne sais pas apporter le micro, là, mais c'est pas que... Si tu as le micro, je pense qu'on va faire une autre entrevue. Mais tu as raison. C'est le track. Ça, tout le monde qui embarque sur scène a le track. Toi aussi, tu devais l'avoir quand... Oui, puis même là, même tout le temps. Là. Ben oui, mais ça, c'est du bon stress. Tu sais, c'est un stress qui t'allume, Puis ça, c'est normal. Quand le stress qui est trop négatif, que tu vois juste qu'est-ce qui peut arriver de pas correct, ben là, ça va te geler sur place. Mais ça prend un peu de track. Oui, bien c'est ça. C'est que le track, il faut que tu ailles de l'avant, puis au moment que tu y vas, ben, tu peux plus reculer. Tu es là, ça se passe. Puis on en parlait là, avant de faire les entrevues. À un moment donné, toi, c'était arrivé. Puis tu sais, il faut que j'aime le mot jazzer avec ce qui se passe autour de toi, là, mais il faut pas... tu sais, le monde, il te voit, tu fais une sorte de spectacle, dans le fond. Ah oui, c'est une performance. Ben oui. Et là, ben oui. à ce moment-là, si tout d'un coup, ta technique, elle va pas bien, ben, tu sais, il faut pas que tu commences à sacrer ou à avoir de l'air fâché. Tu dis, ben regarde, on va y aller autrement. Et là, tu fais Ben, c'est ton attitude, dans le fond, tu sais. Puis, c'est certain. Moi, j'ai déjà fait un pitch, moi, un producteur. Maintenant, c'est la tête dirigeante à Radio-Can niveau fiction. Puis, on avait travaillé fort. Puis, j'étais avec la réalisatrice, puis l'assistante réelle. Puis, tu sais, on avait un beau projet. Puis, c'est un projet dramatique, en plus. Et les chaises de bureau, il faut faire attention à ça. Donc, je viens pour m'asseoir sur la chaise de bureau, mais elle, ça ne lui tentait pas. Donc, je suis tombé sur le... c'est ça. Donc, tu te relèves, mais t'as pas, tu dis pas, c'est qui, c'est qui m'a mis une chaise comme ça? C'est l'attitude. On l'a pas eu, là. C'est certain que... Mais j'ai revu le producteur des années après, tu sais, parce que c'est un petit monde. Puis
Puis il se rappelait de ça, mais il se rappelait qu'on avait ri, puis c'est ça. Mais, tu sais, ça fait partie... Parce que les histoires, tu sais, les échecs, comme on va en parler demain, ou les bad luck, ça fait des bonnes histoires, ça. Donc, c'est fun à raconter après. C'est tout. C'est bon, en tout cas. Puis là, on parle de d'autres choses, mais dans la communication, là, pour détendre l'atmosphère, c'est bien mieux de raconter des blagues sur toi. Puis là, Ben oui! fait que, tu sais, Ben tu oui. t'as raconté cette histoire-là que t'es tombé, mais là, il est sympathique. Ben, Il est tombé pendant un truc. je t'aurais peut-être pas raconté le lendemain, par exemple. Ça prend une couple de journées quand même, tu sais, à revenir, là, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est fait, hein? C'est ça. Mais il m'est arrivé plein de trucs, c'est pas de son quelques minutes avant, tu arrives dans une bibliothèque, tu devais avoir une salle, puis là, tu t'en trouves en plein milieu de la bibliothèque, vendredi après-midi, il y a plein de monde, tu sais, plein d'étudiants, puis moi, je donne une conférence sur le cinéma américain avec plein d'extraits, que ça fait bang, 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 bang. Tu sais, tu déranges tout le monde, puis là, tu dis, bon, écoute, j'ai pas le choix, tu sais. Mais ça fait partie de la game, mais c'est bien le fun. C'est fun de transmettre, puis de donner de l'information, puis d'avoir du fun, tu sais. Je fais une journée de storytelling lundi prochain avec le CIU3S de Montréal-Nord. Toute une journée d'atelier de storytelling. Mais c'est le fun, parce qu'ils vont ressortir de là avec des outils, puis on va travailler les histoires. Tu sais, t'es comme une courroie de transmission de l'information, tout ça. Donc, c'est bien fun, oui. Merci beaucoup, André, d'avoir rien. partagé ça avec nous autres. Merci. On va prendre une mini-pause. On va voir comment ça se déroule. Comment? Ah, ben, est-ce que vous avez des questions, André, avant de... C'est vrai, je laisse pas je fais ça avec les autres, mais pas avec lui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport... Cinéma, télé, prise Oui, de parole. c'est cinéma américain. Oui. Ben oui. Salut, petite question. Moi, en fait, parler publiquement, aucun enjeu. Oui. Tu me mets en caméra devant, tu me mets un zoom devant. Parce que des 2 dernières années, ça a été ça. Oui. Plus de parole. Ah Donc, oui. parce que moi, j'ai eu l'expérience d'être à HEC, Uh-huh. 75 jeunes, première cours, c'est bon, je suis présent, je participe, pas de souci. Première classe, même classe. On En tombe, Zoom. Et soudainement, il n'y a pas un chat qui parle, même les profs comprennent. Ah oui, mais pas, ça, il puis- parle jamais, presque. Oui, mais c'est ça. Même moi, j'ai jamais compris qu'est-ce qui s'est passé. Puis jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas. Maintenant, j'ai comme peur d'aller devant la caméra. Je me dis, écoute, peut-être que j'arriverai comme pas à avoir la confiance de ne pas parler, donc je suis comme rendu Ah, mais non. anti-caméra. Ah ben non. Donc, non, mais tu vois, c'est ça. Peut-être qu'il va falloir développer. Ben oui, on va se Ah, jaser. mais là, si tu me donnais quelques conseils. Ben oui. Mais la caméra, c'est dans le fond, faut que tu vas prendre le rôle comme un animateur télé. C'est un animateur télé qui lit le téléjournal ou whatever. Souvent, il n'y a personne devant lui. Hein? Il y a les caméras. Donc, la caméra, c'est comme si tu parlais avec un ami. Il faut vraiment que tu regardes la caméra et c'est comme si tu parlais à une personne. Moi, je m'imagine comme un visage, moi, vis-à-vis le petit voyant lumineux là, et tout ça. Et j'essaie de ne pas trop regarder les autres visages parce que c'est des fois, ben c'est ça, hein, des fois, il y a des visages qui sont beaucoup plus fermés et puis ça te déconcentre, ça. Tu essaies d'aller chercher les visages qui sont souriants, puis il ne faut pas trop non plus quitter la caméra parce que sinon, tu viens les yeux croches, tu sais, c'est ça. Mais c'est vraiment... Non, c'est comme un ami. Tu pourrais peut-être même te mettre un visage derrière ton portable. Tu sais, moi, derrière mon portable, c'est vraiment, j'ai un laminé de cinéma, puis c'est un visage, puis je suis là comme ça, je regarde, là, comme là, je regarde la caméra directement, et je fais comme s'il y avait du monde devant moi et tout ça. Donc, il faut que tu visualises et tout ça. Puis c'est certain que... Excuse-moi, mais les gens ne sont pas très réactifs. Hein? Je veux dire, souvent, des fois, c'est « Avez-vous des questions? » Puis là, tu as une mosaïque de visages. C'est abominable, tu sais. Moi, une fois, j'ai donné storytelling, puis j'avais dit à la formatrice, elle qui était en charge, c'était 7 heures en virtuel. Première fois que je donne un truc en virtuel, 7 heures. Ça n'a pas de bon sens. J'ai dit non. Puis elle a dit oui, ça va être correct, mais ça a été abominable. Il y avait une personne qui n'arrêtait pas de me poser des questions pièges,
qui remettait toujours mes exemples. Ah, mais tu passes à travers, mais tu viens que tu as du plaisir. Tu essaies de trouver du plaisir à... Je pense qu'il faut que tu ailles étape par étape, tranquillement. peu importe, c'est comme on disait tout à l'heure, de retrouver cette confiance-là, parce que ça doit partir d'un manque de confiance à un moment donné qui s'est passé, mais tu sais, après ça, de te remettre une caméra, peut-être juste une caméra fermée devant toi. Oui, ben oui, on fera un zoom. On fera un zoom pour en parler. Fait que je vais faire une petite pause maintenant. Puis, donc, encore une fois, il y a de la nourriture, il y a des trucs à boire. Si vous avez des choses à parler, il y a des gens autour des coachs, ou même si vous voulez parler avec les entrepreneurs qui sont là. Donc, on vient dans 5-10 minutes, si vous voulez. Puis, on va parler avec M. Alex Sereno, qui est ici, qui fait toujours peace. Alors, merci. À tout de suite. Merci beaucoup.